Suite d'abord un effet Larsen, mais ça va devoir se corriger. Je parle un tout petit peu pour les responsables du son, afin que ça s'améliore. Voilà, merci. Les applaudissements étaient très très nourris. Ils vous étaient offerts par l'Association romande des paysannes professionnelles qu'on accueille sur ce plateau pour une semaine exceptionnelle, puisque sur notre plateau aussi, des druides et des légendes, à savoir le monde celte et la Suisse. Et puis pour en parler, Jean-François Kister qui est avec nous. Il a publié un ouvrage, notamment un ouvrage des mégalithes, des légendes et des dieux chez Cabedita. Guy Brognot qui est peintre, qui est un peintre qui s'intéresse particulièrement aux différentes religions et au monde celtique. Ce sera à l'occasion de l'entendre tout à l'heure. Alex avec nous. Alex, quand on parle du monde celte, parce que là je vois assez nos téléspectateurs en train de se dire mais grand Dieu, dans quelle histoire se sont-ils lancés? Est-ce que c'est vraiment intéressant le monde celte? Alors, lorsqu'on parle du monde celte, on pense à quoi d'abord? Évidemment, si je vous parle de celte, enfin pas à vous maintenant, vous savez tout, mais à quelques autres, on va dire oui, le monde celte c'est d'abord autrefois bien sûr, puis c'est ailleurs. On va penser à l'Écosse, à l'Irlande, à la Bretagne sans doute, peut-être pas à la Bourgogne et certainement pas à la Suisse. Moi je pense à Astérix. Vous pensez à Astérix, c'est clair, mais en fait, avant Astérix, d'une certaine manière, c'est-à-dire avant le combat avec les Romains, le centre du monde celte, ça n'était pas quelque part du côté de Baba au Rhum, c'était autour de chez nous, c'était en Bourgogne, dans le Jura et en Suisse, et c'est bien de cela qu'on va parler parce que personne ne le sait et que c'est assez passionnant. Alors on a deux références, je reviens quand même à Astérix et Obélix, pas de problème. C'est vrai que c'est... Astérix, oui. Astérix, c'est une bande dessinée que vous connaissez, Astérix le Gaulois, mais il y a aussi Astérix chez les Helvètes. Et là, de nouveau, on a l'impression que pour Astérix, c'est un voyage quelque part dans un monde étranger, mais quand Astérix se rend chez les Helvètes, en fait, il se rend chez de très très proches cousins, même s'il y a parfois quelques aventures et avatars bancaires. Pour le reste, il est chez des amis, il est chez des frères, il est en famille. Quand on dit monde celte, on pense aussi à la musique et on est très très heureux. Mais on vous les présentera tout à l'heure, Glenn of Guinness, sur ce plateau. Je vous propose d'abord de les retrouver en musique. Merci. 1, 2, 3, 4. The promised land where a woman prayed to the Lord. Scarper hats, piping mouth and tugging in their way. Herb is stolen from the rocks and water from the ice. Have you seen the nights or you up to tears when you walk along the fields? There's the purgatory land in a country stars by at night. As you sing and dance, well the light the Father gave to us in a country, skies are down tight. As you sing and dance, well the fire that the Father gave to us. Nothing's new and nothing's old, just say other customers. Man shouting and drinking near the coffin of a friend. The shiny smile of a dear Sarah burns and sings like a wine. Have you seen the nights or you up to tears when you walk along the fields? There's the purgatory ends. The sun slowly burns on my hand. In a country, stars fly at night. As you sing and dance, well the light Father gave to us. In a country, skies are down tight. As you sing and dance, well the fire the Father gave to us. Come on! The purgatory lands, how the sun slowly burns on my as core slowly closes our sores.
Well, this land is the only one we want to have in a country. Stars fire the night as we sing and dance. Well, the light Father gave to us in a country. Sky not on tight as we sing and dance. Well, the fire Father gave to us in a country. Stars fire the night as we sing and dance. Well, the light Father gave to us in a country. Stars fire night as we sing and dance. Well, the light Father gave to us. Merci, venez vous joindre à nous à table. J'espère que vous avez été tout à fait impressionné par ce groupe irlandais. Je vous les présente. Il y a Xavier Moyen qui va nous rejoindre d'ailleurs à la table. Violon arrangeur, Françoise Lampeau qui était à l'accordéon. Il manque Pascal Cassoli, mais en tout cas Johan Jacques Metta est là, trombone. Alors attention, Nicolas Bourban à la guitare, Bertrand Gaillard chanteur, Patrick Follet batteur, Martial Germanier au banjo. C'est vous dire qu'ils sont pas tout à fait irlandais. Vous n'êtes pas tout à fait irlandais. Pas tout à fait, non. L'Irlande, c'est près de Martigny. C'est ça. En fait, hein. Il y a un lien entre Martigny, par exemple, dans le monde celte. Bien sûr qu'à Martigny, on trouve en particulier une tête de taureau qui a été fabriquée par les Celtes et qui est une tête de taureau de grandeur nature, taureau à 3 cornes. Et c'est tout à fait significatif d'un des aspects de la religion des Gaulois ou des Helvètes, telle qu'on pouvait la connaître. Des Véragres même, pour être très précis concernant la région de Martigny. D'accord. Bon, on va découvrir et reparler avec vous tout à l'heure, mais Alex, faites-nous découvrir à votre tour la présence des Celtes en Suisse. On va essayer de survoler l'histoire et même en partie la préhistoire. Et pour cela, le meilleur moyen de survoler, c'est de survoler effectivement, et ceci en compagnie de Denis Ramsayer, qui est archéologue à Fribourg. Cette région des Trois Lacs a attiré l'homme depuis la fin de la dernière glaciation. Depuis 10 000 ans, on constate que partout il y a eu des occupations. Et cela s'explique très bien par la douceur du climat, par le relief vallonné et agréable, et par la présence des ressources naturelles. Le bois pour la construction, l'eau pour la pêche et pour la survie de ces populations, et les terres agricoles très fertiles qui ont attiré de tout temps des agriculteurs. Nous survolons ici les menhirs d'Yverdon, enfouis dans les broussailles pendant 6 millénaires. Ils ont été redressés et mis en valeur il y a 10 ans à peine. C'est un lieu sacré où les sociétés néolithiques commémoraient probablement le culte de leurs ancêtres. Nous survolons ici le site d'Autrive-Champrévert. C'est un site qui a été fouillé durant de nombreuses années lors de la construction de l'autoroute et les archéologues de Neuchâtel y ont reconstitué des bâtiments et des activités de différentes périodes. Nous voyons très clairement ici les pilotis qui représentent les seuls vestiges architecturaux d'un village néolithique qui remonte à 6000 ans. L'oppidum celtique du Mont-Vuilly occupe une situation privilégiée entre les lacs de Bienne, Morat et Neuchâtel. Son promontoire domine toute la région. Les découvertes archéologiques qu'on y a faites ces dernières années sont tout à fait étonnantes. On y a trouvé les restes d'une ville incendiée, de bâtiments incendiés, et qui relatent certainement l'épisode décrit par Jules César et qui raconte l'histoire des Helvètes qui ont quitté le plateau suisse, après avoir brûlé leurs 12 villes et leurs 400 villages, pour se diriger vers la Gaule. Alors, Monsieur Kistler, juste une première indication sur notre plateau. Beaucoup de paysannes professionnelles, on vous l'a dit, de Suisse romande. Elles nous l'ont dit en arrivant, d'ailleurs. Bon, nous, on connaît les dolmens, on en a vu. Il y en a de très fameux, entre notamment Yverdon et le Montagne. Disons qu'il y a surtout des menhirs dans cette région-là. Plus que des dolmens. Plus que des dolmens, mais à Auvergnat, il y avait un dolmen qui a donné probablement la première reconstitution du visage d'une personne de l'époque gauloise, la dame d'Auvergnat. C'était justement une dame. Mais il y en a beaucoup de ces Alors, des menhirs, menhirs. il y en a effectivement un certain nombre. Il y en avait probablement davantage entre Yverdon et pratiquement le Creux du Vent. Vous avez une série de menhirs qui sont alignés, naturellement, sur une certaine distance. Le premier qui existe encore est au-dessus de Grandson. Le suivant se trouve au-dessus d'un village qui a des vignes. Son nom m'échappe en ce moment. Attention, madame, vous le savez, vous allez nous le dire, non?
Corcelles, voilà. Corcelles, Alors, préconcises. Préconcises. Mais entre deux, il y a celui de Bonvillars. Il y a à Bonvillars, dans les vignes, un menhir qui fait 3 mètres de haut. Et à Corcelles, il y a 4 pierres dressées. Ouais. Vous avez intérêt à ne pas vous tromper géographiquement aujourd'hui. C'est juste pour dire. Je pense que ce serait sous mieux. contrôle. Là, Oui, ça, exactement. D'ailleurs, les menhirs dans les vignes avaient un rôle vinificateur. Ils accentuaient la qualité du vin, je crois. Écoutez, On a une peut-être qu'alors, expérience là, en vous allez avoir des vignerons valaisans qui vont être jaloux. Alors, attendez, on va le laisser nous expliquer ça. C'est très intéressant. Une vous dites- expérience en Bourgogne qui est assez étonnante à propos Oui. d'un menhir que le vigneron avait enlevé, et il paraît que sa vigne après c'était fini. Il a parmi le menhir, je ne sais pas, mais On va aider peut-être. M. Kisteria. Il y a des menhirs qu'on peut voir plus facilement, non? Bah, il y a des menhirs qu'on peut voir plus facilement, mais ce que je vous propose d'abord, c'est de quitter un tout petit peu cette région. Le survol qu'on a fait tout à l'heure, c'est en gros le survol d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire juste avant les Celtes, avec le temps des pierres levées, des menhirs, d'un certain nombre de cérémonies religieuses pré-celtiques, jusqu'à l'arrivée des Romains, et donc jusqu'à la fuite des Helvètes. Ils sont sur le mont Vuilly, ils décident de partir, de rejoindre des cousins, et l'armée de Jules César les arrête pour leur dire, pas question, vous retournez là-bas. Entre-temps, ils ont tout brûlé, donc ils repartent à zéro, ça ne sera pas la première fois dans leur vie. Donc voilà en gros de quoi on va parler. Et puis, bien sûr, l'un des points importants, parce qu'il y a de l'eau aussi, c'est Genève, et vous étiez l'autre jour avec notre équipe, quelque part au pied du jet d'eau, on vous suit et on vous écoute. Le lieu, c'est donc ce qu'on appelle à Genève les pierres du Niton. Et si on dit les, c'est que quelques-unes sont enfouies. Et vous vous y êtes rendu avec des mouettes sur les bateaux du lieu. Et chacun peut le faire. On va vous écouter, puis on vous retrouve tout de suite après. La pierre du Niton est un bloc arctique apporté par des glaciations dans la rade de Genève, qui n'était pas Genève à l'époque. Et ce fut pendant plusieurs générations un lieu de culte. Lieu de culte déjà probablement à l'époque néolithique, mais aussi pendant l'époque celtique. Cette pierre, en fait, à l'époque, le niveau de l'eau était sans doute plus bas. Alors le niveau de l'eau a varié et on peut dire que, au contraire, pendant le début de la période celtique, cette pierre était quasiment recouverte d'eau, alors qu'à la période précédente, la fin du néolithique, l'âge du bronze, il était beaucoup plus, le fond était beaucoup plus bas. Alors là, on voit justement des traces qui ont dû être faites par la main de l'homme et qui ont été faites au moment où la pierre affleurait, pour y faire sans doute tenir ce qui est là, bien sûr, un trucage, mais une statue. Oui, c'est exact. Et la statue que vous montrez ici se trouve... C'est pas celle de la liberté. Non, pas du tout. mais nous avions donc notre statue à l'entrée du port. Et cette statue, c'est celle d'une divinité celtique que les archéologues ont identifiée comme étant le Mercure gaulois. Seulement, comme elle est antérieure à la période où les Romains sont venus ici, probablement portait-elle un autre nom. Et Mercure, les caractéristiques de ce Mercure, César dit que le plus grand dieu gaulois, c'est Mercure, et celui des dieux gaulois qui ressemble le plus à Mercure, c'est Lugh. Une divinité qu'on trouve aussi bien en Irlande que, éventuellement, mais c'est encore pas une certitude, dans le nom de Lyon, Lugdunum, c'est-à-dire la forteresse de Lugh. Alors, Alex, d'où vient la statue qu'on vient de voir? Parce que le trucage, je veux bien, le miracle, je veux bien, mais... Bon, on va vous la montrer. Ah, s'il vous plaît. Au sec. Oui, j'aimerais mieux. La voici, regardez, c'est au musée d'histoire. Au musée d'art et d'histoire de Genève, effectivement, et dans les sous-sols où il y a toute une salle consacrée à la préhistoire locale. Et c'est une statue qui mesure quand même 3 mètres et quelques de haut, le pied compris, d'ailleurs le pied est un peu indépendant. On dit qu'il porte effectivement le vêtement gaulois, c'est-à-dire une espèce de tunique avec un capuchon, et qu'il a dans la main, mais alors ça j'aime autant vous dire que c'est un archéologue qui l'a dit parce qu'on le voit moins facilement, il a une bourse, et que c'est cette bourse qui indiquerait sa parenté avec Mercure. Alors Guy Brognon, on disait tout à l'heure votre intérêt pour les différents mondes religieux, et en particulier le monde celte. Par exemple, une statue comme ça doit vous inspirer. Oui, ça me rappelle aussi les fameuses ex-voto qu'on a découvertes aux sources de la Seine, qui étaient enfouies dans la vase. Je pense qu'elle a été conservée par la vase, n'est-ce pas? Parce que en bois, c'est une forme qui est assez érodée. Hein. Mais je dois dire que l'aspect historique et l'aspect conservation fait que effectivement ça peut nous raconter des histoires. On peut se faire une petite histoire avec tout ça. Et puis l'intérêt de votre démarche, on le verra tout à l'heure, c'est qu'au fond, à partir de ces éléments bruts et limités, vous reconstituez un monde, vous tentez de reconstituer un monde en fonction d'un certain nombre d'éléments et de connaissances qu'on a. Oui, je suis un petit peu un aventurier des images perdues. C'est comme ça que je me définis, si je puis dire. Et
Et chaque fois que je vois un lieu qui me parle d'une histoire, j'ai tendance à avoir des superpositions dans ma tête et puis à les fixer sur une toile. J'essaye pas de faire de la vérité historique. Les Celtes, ils aimaient les histoires, ils aimaient se les raconter. Ah ben, j'essaye de faire comme eux, j'essaye de me mettre dans leur ambiance et de raconter les histoires qui pouvaient bien se raconter entre eux. Allez, je le Alex. fais sur une toile. Alex, racontez-nous une histoire. Ben, on pourrait en raconter tout plein, mais pour compléter, je vous rappelle que Guy était venu l'année dernière, puisque accidentellement on s'était aperçu qu'il avait parcouru en même temps que nous à peu près le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il rentre actuellement de Grèce, puisque la mythologie grecque l'intéresse aussi. Et l'autre jour, je l'ai ramené à l'Athènes, ça c'est un haut lieu, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis, on a voulu prendre un raccourci, et nous sommes tombés, devinez sur quoi, sur des pierres de levée, sur des menhirs. Alors, je vous montre le résultat de notre visite et les premiers croquis. Voilà, on est là, madame, je crois que vous reconnaissez, hein, Corcelles préconcises, sur un chemin de terre, un chemin destiné essentiellement à l'agriculture. On entend d'ailleurs les sonnailles du troupeau. Et puis il y a là ces 4 pierres dont on pense que 2 seulement étaient à la même place à l'origine, les autres ont dû être levées ou relevées ensuite. Quelques précisions là-dessus? Disons, il y a même, je crois, un petit écriteau qui indique que 2 de ces pierres sont rapportées, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas à l'endroit où elles se trouvaient à l'origine. Simplement, je crois qu'à la fin du siècle dernier, l'une de ces pierres, enfin peut-être même 2, était suffisamment érodée pour qu'un propriétaire d'un terrain voisin ait décidé en quelque sorte de les remplacer, tout simplement. Alors là, Guy, on va vous voir faire un travail qui n'est pas vraiment un travail d'archéologue, parce que vous allez imaginer, dans d'autres cas, c'est un petit peu différent, vous allez aux sources. Dans ce cas-là, on a peu de sources, et puis enfin, on était là un peu par hasard, et vous allez inventer sur ces pierres levées le chapeau d'un dolmen, c'est-à-dire d'une tombe collective, alors que vraisemblablement, en tout cas c'est l'avis de Jean-François Kister, ça n'est peut-être pas le cas. On n'est pas tout à fait d'accord, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On vous laisse un quart d'heure, vous arrangez la chose. J'ai eu le sentiment qu'il fallait mettre une toiture sur ces 4 pierres, et vous me dites que ça ferait une sacrée toiture. Oui, ça ferait une sacrée toiture. D'autre part, le dolmen, qui est plutôt néolithique, ou aux confins du néolithique et de l'âge du bronze, c'est-à-dire environ au moins 2000 ans avant les Celtes chez nous, est une sépulture. Et c'est même une sépulture collective. Donc il faut bien imaginer que les côtés doivent être en quelque sorte remplis, parce que la sépulture n'est pas à l'air libre en soi. On a même trouvé, et on trouve beaucoup de dolmens qui sont sous un tumulus. Et depuis, naturellement, que la nature a érodé un petit peu. Alors, il y a une chose qui m'a frappé quand même. Tout à l'heure, Alex, dans son introduction, dit « Nous sommes sortis de l'autoroute, nous avons pris une route secondaire, et paf, on tombe sur 4 menhirs. » Alors, est-ce à dire que tous les menhirs de Suisse romande ne sont pas répertoriés, auquel cas vous auriez intérêt à demander aux dames qui sont là, si par hasard, dans leur champ, il y en a un? Non, mais c'est répertorié, ça existe. Oui, c'est marqué sur la carte, ces quatre menhirs. À votre avis, ils sont tous répertoriés? Écoutez, il y a les menhirs verticaux qui sont tous répertoriés, mais il y a tous ceux qui sont tombés. Et il y en a à quelques kilomètres de là, près de l'asile du Devin. Il y en a un qui est tronqué, et puis il y en a d'autres, 4 autres, un peu plus loin, qui sont, eux, horizontaux et qui n'ont pas été redressés, mais qui sont manifestement des menhirs. Simplement, il faut savoir où se trouvent les pierres de calage pour savoir quelle est la tête et quel est le bas, la base du menhir. Mais il suffirait de les redresser. Et il y en a encore un peu plus loin, à Vauru, sur la commune de Bevet, si je ne me trompe pas. Là, peut-être qu'on va pouvoir me corriger. Attention, qui indique très précisément, qui semble, tout cela semble indiquer un cheminement. C'est ça qui est passionnant. En réalité, c'est des monuments qui ne sont pas très balisés. Je veux dire, vous ne trouvez rarement des indications. Ici, il y a un menhir, ici, il y a un dolmen, il faut le deviner. Et généralement, les gens qui habitent à proximité les connaissent. Mais si vous interrogez les jeunes générations, malheureusement, ils ne savent même pas que ça existe. Je suis assez surpris de cette situation. Alors, j'aimerais demander, soit à Bertrand Gaillard, soit à Xavier Moyen, dites-moi, bon, là, on est en pleine mode celtique, hein, on s'intéresse au monde celtique. Vous faites de la musique qui pourrait apparaître comme de la musique celtique. Est-ce que vous réclamez de ce monde-là? Vas-y. Pas du tout. Non, en fait... Voilà, quelque chose de moins cher. Non, je trouve super intéressant de vous écouter parler du monde celte, parce que moi, franchement, je ne me suis jamais vraiment intéressé. Moi, ce qui m'intéresse, bon, c'est le côté musical des choses. Hein. Musique irlandaise. Voilà, la musique irlandaise, la musique bretonne, si on veut, mais c'est toujours le côté musical. C'est pas du tout
la culture celte, ça me passe un petit peu. Parce que ce que vous laissez entendre, c'est qu'on pourrait être un peu sectaire. Si on se disait, voilà, Glen of Guinness, c'est de la musique celtique. Non, pas du tout. Du tout. Bah, moi, j'ai vécu ma jeunesse, j'écoutais les Beatles. Hein. Je veux dire, j'écoutais pas, j'ai pas grandi là-dedans. Mais comment vous êtes quand même tombé sur la musique irlandaise, vous avez décidé d'avoir un groupe de 8 personnes qui maintenant vend plus de 50 000 disques? Ouais, ça c'est... bon, moi je faisais du violon, hein, je fais toujours du violon. On a vu là. Ouais, voilà. Je suis arrivé à l'âge de 11 ans, 12 ans, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce qui se passait autour de la musique classique, des cours que je prenais. Je suis tombé sur le jazz, sur la musique folk, je sais pas, j'écoutais Paddy Gros par exemple. Qui eux étaient avant tout des foireurs et pas tellement, ils n'étaient pas non plus en ce que vous n'êtes pas du tout, rassurez-nous. Non, très sérieux. Dites-moi vous, comment vous êtes venu? Moi, je suis venu par les Sex Pistols. Ouais. C'est encore un autre chemin. Après U2, et puis je suis redescendu dans le temps. Mais bon, ce qui m'intéresse plus, c'est vrai que c'est l'histoire irlandaise, mais la période 1840, après la guerre d'indépendance. Mais vous n'êtes pas dépaysé d'être là, quand même. Non. Et puis bon, les dolmens, on en a plein d'herborance, je crois. Hein, il y en a plein des cailloux couchés là. Je ne sais pas si c'est des dolmens, mais en tout cas, il y a plein de pierres. Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas si... Vous avez vu. Par exemple, en Valais, au Petit Chasseur, à Sion, au Petit Chasseur, vous avez des dolmens qui sont tout à fait significatifs. Mais pour parler plus sérieusement, par exemple, j'ai vu un bouquin une fois qui parlait des tours d'Ailly, justement. On en parlera demain, d'ailleurs. Vous avez le fameux site qui a été mis en évidence par M. Lavanchi, qui est assez exceptionnel. Juste une question. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'était la musique celtique? Écoutez, on représente toujours les musiciens celtes avec une harpe, avec un biniou, enfin une cornemuse, et c'est assez difficile de se faire une idée réelle de ce que pouvait être la musique celtique, mais il est clair que dans la tradition musicale de certaines régions, quelque chose a dû subsister. On peut remarquer quand même des différences fondamentales entre les musiques qui n'ont pas de biniou, et il semble que le biniou soit l'instrument de base des Celtes. On le remarque aussi bien dans la vallée du Rhône qu'en Bretagne, que dans le nord-ouest de l'Espagne, en Galice, Gaule, et on le remarque également chez les Écossais, chez les Irlandais. Et même en Haute-Savoie, et vous l'entendrez demain. Eh mais ça c'est merveilleux. Alors le biniou c'est pas votre histoire là. Non. Je vois de je veux dire, on n'utilise pas de cornemuse ni d'instruments dans le genre de biniou, pardon. C'est pas dommage quelque part de ne pas reprendre les instruments d'origine. Parce que quelque part les instruments modernes déforment la musique. On a monté ce groupe avec des potes. Moi j'ai cherché simplement des musiciens qui me touchaient de près. Je connaissais pas de joueurs de biniou ni de cornemuse. Voilà comment ça s'est fait. C'est pour ça qu'on n'a pas de on peut aussi dire une autre chose, c'est qu'actuellement dans le monde musical, le métissage est une chose qui se pratique beaucoup, vous l'avez dit. Ouais, voilà. Vous avez plusieurs racines, et puis à partir de ce mélange, on retrouve de la musique irlandaise, on retrouve des références celtes, mais on retrouve beaucoup d'autres choses. Oui, tout à fait. Nous, on fait du rock, finalement. Vous allez nous en faire tout à l'heure. Je vais vous proposer même un rock en plastique, puisque vous êtes de la civilisation du plastique. Je vais vous faire découvrir un rock à Troinay, à côté de Genève. On va s'y rendre et vous verrez qu'il est moitié mégalithique et moitié plastique. Voilà, on est à Troinay là. Je vous laisse jouer les guides, Jean-François. Oui, eh bien vous avez ici deux menhirs qui participaient d'un monument d'ensemble qui se trouvait en fait entre Troinay et Bosset. Et ici, vous avez la célèbre pierre aux dames, version copie. Bon, les menhirs se voient. Ici, c'est la pierre aux dames, mais bien sûr, c'est une copie. Alors que les menhirs sont... vous dites, bien sûr, ça ne se voit pas quand même. Voilà les dames. Oui, effectivement, ça ne se voit pas parce que ça a été un travail extrêmement bien fait. Et alors, ces dames correspondent à ce que la religion gauloise appelait des mâtres. Les mâtres, ce sont des femmes qui manifestent les origines, la vie et la mort. Un petit peu d'ailleurs dans toute la mythologie, et aussi bien celte que germanique, et même les parcs des Romains signifiaient également la même chose. Ces triades sont très caractéristiques. Mais curieusement, sur la pierre aux dames, il y en a 4.
Et alors là, on est un peu perdu. D'ailleurs, certains disent, on dit que ce sont des dames, mais en fin de compte, allez voir, allez vérifier. C'est même pas une pierre. En oui, en plus, c'est même pas une pierre, parce qu'on va tout vous avouer, vous allez devoir avouer. Alors, regardez ce document saisi impromptu. Oui, oui, c'est une pierre en plastique. Mais là, il y a quand même l'original qui va apparaître, ça me fait plaisir. Alors, l'original se trouve où? Au musée d'art et d'histoire à Genève. Alors les couleurs apparaissent moins spectaculaires sur l'original parce que la copie a été faite sur la base d'une pierre mouillée. Et on voit mieux alors qu'il faisait un temps absolument sec quand on est allé voir cette pierre. Mais alors là, on voit bien les 4 personnages très nettement. Et je dirais que c'est presque significatif. Il faut savoir que sous cette pierre, il y avait une sépulture. Mais précédant cette sépulture, il y en avait de plus ancienne encore. Et on peut dire que ce lieu, à Troisnay, a servi de sépulture durant plus de 800 ans. C'est-à-dire depuis la première arrivée des Celtes jusqu'au moment où les Celtes sont devenus gallo-romains dans notre région. Ça fait quand même une impressionnante durée. Donc on a ajouté des corps, on a complété la sépulture et il y avait des menhirs tout autour. Alors je propose une pause musicale avec un titre tout à fait adéquat, c'est Les bons vieux jours. On the way to my old town, for once I was not alone. Beside me nodded an old man, in front was the young one. He was skimming the newspaper, and his face showed some anger. They started to take us to task. How's it possible to dare to break the old values we share? All has changed in this world, nothing more can be done. The days are gone when we could live the life that we would. I don't think we'll see them again. I saw tears rolling down the cheeks of the old man. They took both our hands and said, oh, please don't say that. We're living the best time we ever had. Every day I thank our Lord for that. The old mine took me father, and the war took me brother. We never knew if we would eat when the evening fell, or despair was our only friend. Without it would never have an end. If it's so hard for you to understand, so now when I'm sinking, I think of his tears. They took both our hands and said, oh, please don't say that. We live in the best time we ever had. Every day I thank our Lord for that. Si vous voulez bien nous rejoindre. Peut-être d'abord une ou deux précisions quand même, parce que le groupe Glen of Guinness est un groupe important, un groupe qui a un grand succès populaire, puisque
C'est le groupe, mis à part Henri Dess, qui est un cas très particulier, mais qui est le groupe qui a vendu le plus de CD en Suisse. Et il y en a plusieurs qui sont à disposition. L'un s'appelle Proud, l'autre s'appelle Gossip. C'est celui qui, je crois, a eu le succès le plus grand. Et puis des tentatives intéressantes aussi dans Bastaki. Juste une indication, prenez votre micro, puisque vous êtes l'arrangeur et compositeur. En fait, les choses que vous interprétez, beaucoup d'éléments sont de vous. Voilà, là, les deux morceaux qu'on a joués déjà aujourd'hui, c'est les morceaux à nous. Donc, on peut dire qu'on fait simplement de la musique, je sais pas, ça peut être qualifié de variété, de rock, n'importe quoi, mais simplement inspiré de musique celtique. Alors, ou irlandaise. Vous m'avez raconté une chose irlandaise. Amusante en arrivant. Vous m'avez dit il y a un autre groupe qui pense faire de la musique irlandaise et qui nous a joué simplement parce qu'il pensait que c'était un air ancien. Ouais, c'est marrant. C'est des gens d'Aigle, ici, d'Aigle, j'allais dire en Valais. Oui, attention là, ça va pas s'arroser. Non, mais c'est des copains, c'est pour ça. Et puis, donc, je donne des cours à un des violonistes et il m'a montré une fois le programme de leur concert et je vois écrit un de nos morceaux, New Year's Fair. Puis je dis, mais dis donc, ça c'est un morceau à nous, mon gars. Il me dit, ah ouais, moi je croyais que c'était traditionnel. Je dis, téléphone à la Suiza, t'oublies pas. Hein. Bon, on va revenir tout à l'heure sur votre parcours. Ça serait bien de savoir que les Celtes ont inventé le rock. Moi, ça ne me déplairait pas. Oui, bon, à part ça, je veux dire, les Celtes, c'est vrai dans un sens. Avec les Blacks des États-Unis, ils ont inventé le rock'n'roll. C'est un peu ça. Parce que finalement, c'est des Irlandais, des Anglais qui ont émigré aux États-Unis avec les esclaves noirs. C'est une espèce de oui, et puis j'aimerais bien vous reprendre sur une chose, parce que à vous entendre, on a l'impression que vous dites, oh, on fait de la musique, c'est la musique de variété, mais on a l'impression que vous l'aimez beaucoup, cette musique. Vous êtes énormément investi là-dedans, et pas tout à fait par hasard. Moi, c'est simplement parce que j'ai du plaisir à jouer ça. Je veux dire, j'aime pas. J'ai une formation classique. Je me vois pas du tout finir mes jours dans un orchestre symphonique. Voilà. Et pour vous? Moi, je trouve que je parle de la musique irlandaise. C'est mon blues, c'est mon rock, c'est mon punk. Il y a dans cette musique-là de tout. Je peux chanter un blues, mais je ne me sentirai jamais aussi dedans que dans ce style de musique-là. Et c'est là où je la trouve riche, c'est qu'elle permet tous les styles, mine de rien. C'est pas que soin. On peut arriver à beaucoup de choses avec cette musique-là. Elle n'est pas aussi réductrice qu'on voudrait le faire croire. Moi, ce qui m'étonne surtout, là, donc, je donne des cours de violon, je donne aussi des cours si on veut, de musique. J'essaie d'apprendre à mes petits violonistes à jouer un peu de la manière d'un violoniste irlandais. Et il y a une diversité incroyable, il y a une espèce de foisonnement de pièces qui existent, qui sont éditées. Vous trouvez sans cesse des bouquins entiers avec 1000 pièces irlandaises, quoi. Et des reels, des gigs, ça sort pas tellement de là. Bon, il y a des hornpipes. Ce qu'on trouve le plus, c'est les gigs et les reels. Et de temps en temps, je prends une page, j'en joue 10, et ils sont tous différents. Ils sonnent tous pareil, mais ils sont tous différents. Ils ont tous une autre... on sent quelque chose d'autre, ils ont tous une autre couleur, voilà. Merci beaucoup. On va aller danser la gigue, si vous le voulez bien, du côté de Fribourg, à Glettrans très précisément, et disons presque juste avant l'arrivée des Celtes. Enfin, on doit être à la charnière, vous nous direz ça. Suite aux nombreuses fouilles archéologiques qu'on a fait dans la région, et plus spécialement à Glettrans, les spécialistes ont maintenant une idée très claire du type de construction de l'époque. Et nous avons effectivement réalisé un bâtiment grandeur nature, une ferme néolithique, telle qu'elle existait il y a 5000 ans maintenant. Et la commune de Glettrans a accepté le financement total, et aussi, il faut le dire, grâce à un programme d'occupation des chômeurs de la Broye qui a mis à disposition des ouvriers pour la réalisation. Tout d'abord, ça a été, je dirais, quelque chose de magnifique pour les archéologues eux-mêmes, parce qu'on a beaucoup appris sur les techniques de fabrication, sur l'emploi des matériaux, les quantités, les heures de travail, etc. Mais on l'a conçu surtout pour la population locale, pour qu'ils réalisent ce que représentaient les maisons des premiers agriculteurs. On est dans une région agricole, ici dans la Broye, et aussi pour les enfants, les classes d'école, qui souvent ont une idée totalement fausse de ces habitations lacustres,
et on a voulu montrer une image qui, je crois, reflète vraiment la réalité archéologique. Ça signifie de montrer aux enfants ou au grand public ce que les hommes d'autrefois faisaient, la manière dont ils vivaient, les outils qu'ils réalisaient, et les mets qu'ils mangeaient. On en sait beaucoup plus maintenant parce que les résultats des recherches archéologiques sont beaucoup plus nombreux et l'envie des archéologues actuels est d'expérimenter ce qu'ils ont découvert. Alors là, on est bien avant les Celtes, hein. On va essayer de goûter ce pain. Il y avait déjà du pain à l'époque, mais c'était il y a combien de temps tout ça? Alors, c'était probablement vers 3000 ans avant Jésus-Christ, et les Celtes sont venus chez nous à partir de 800 avant Jésus-Christ. Mais il faut dire que les techniques comme celle de moudre n'ont pas beaucoup changé. Les Celtes connaissaient cela. Avec cette particularité, c'est que comme la civilisation celtique est une civilisation où la société est beaucoup plus hiérarchisée, le système défensif autour des lieux où habitaient les Celtes était certainement beaucoup plus solide que le système qu'on voit là autour. Ce sont des néolithiques et des gens qui vivaient dans une paix relative bien plus grande que celle qu'ont connue les Celtes, qui sont venus d'ailleurs avec leur fer semer un peu la guerre par ici. Oui, alors, quand vous dites l'arrivée des Celtes, c'est pas tout de suite à l'Athènes, mais tout de même, il y a un endroit qui est extrêmement symbolique en Suisse, c'est ce lieu de l'Athènes, aux confins du lac de Neuchâtel et du lac de Bienne, au bord de la Thièle. Et là, avant même... C'est ce que vous disiez, Alex, je crois que c'est un des deux lieux les plus importants au monde, du monde celte, c'est ça à peu Avec près Hallstatt, oui. Hallstatt, ça correspond au premier âge du fer, ce sont sans doute aussi des Celtes, et l'Athènes est un lieu remarquable parce que c'est la première fois qu'on voit que les Celtes, lorsqu'ils ont gagné une bataille, enterrent tout ce qu'ils ont pris à l'ennemi, et pour l'offrir aux dieux, certes, mais surtout pour éviter des grandes bagarres pour la répartition du matériel. Et alors vous avez des épées cassées, vous avez toutes sortes d'objets. Juste avant qu'on voit les images, l'Athènes, ça représente à peu près combien d'habitants à votre avis? C'était une bourgade de quelques milliers d'habitants? Je pense que c'était assez important, mais quelques milliers. En tout cas, dans les environs du millier, ça me semble à peu près C'était sur une grande route commerciale, le site de l'Athènes aussi. Alors je pense que ça devait être une douane d'ailleurs, probablement une douane entre deux ethnies celtes. Et là, passait la route de l'Étain. Donc c'était un lieu très important de richesse et de peuplement. Mais je suis un petit peu, je suis pas tout à fait d'accord avec sur la notion de Celtes qui arrivent avec le fer à la main et qui sont guerriers. Moi, je crois qu'on les a plutôt appelés parce qu'ils avaient la technologie du fer. Donc, on leur a dit, venez, apprenez-nous à faire des épées, des charrues, plutôt que... Je ne crois pas qu'ils aient versé du sang quand ils sont arrivés. Attendez, je vous propose qu'on va à l'Athènes. Et puis après, on en parle. Oui, je dis, on va à l'Athènes pour une raison bien simple. C'est qu'en fait, vous disiez à l'instant, on voit bien à l'Athènes, on voit rien du tout. Regardez, il y a un camping. Hein? Voilà, le site de l'Athènes, c'est vrai qu'il y a un monument, c'est vrai qu'il y a la réplique d'une des épées dont vous parliez à l'instant, de ces épées qui étaient enfouies dans la terre. On en a retrouvé des quantités qui étaient enfouies dans la terre après les combats. Voici le manche de cette épée. Mais c'est vrai que tout de même ici, il n'y a plus rien. Regardez, sens interdit, civilisation de l'Athènes. C'est un beau résumé. Et puis un camping, un certain nombre de baraquements très agréables. D'ailleurs, il y a là un artiste, regardez, il regarde l'histoire et il le regarde en peignant un œil qui se reflète dans la vitre. C'est tout à fait splendide. Et puis on va s'approcher donc de l'Athènes. C'est à cette saison, avant le grand tourisme, c'est extrêmement calme. J'y étais l'autre jour, nous y étions ensemble donc avec Guy Brognaud qui est venu avec un certain nombre de ses instruments, fusains, de quoi prendre des croquis. Et voilà ce lieu qui est essentiel. Aujourd'hui, d'une part, il est en partie recouvert par un camping et d'autre part, dans la partie lacustre, on ne voit pratiquement plus rien. Il y a quelques reflets dans l'eau qui permettent éventuellement d'imaginer, mais pas plus. Et là, ce que vous faites, Guy, ça consiste en fait à imaginer ce que pouvait être la vie à l'époque. Ces pas, je m'empresse de vous dire, ne sont pas des pas d'époque, mais je les ai filmés parce que je trouvais que c'était assez fou de voir qu'il y avait tout de même une trace humaine dans ce lieu désert. Ça m'a fait penser à Excalibur qu'on jette dans le lac. C'est un petit peu ça l'Athènes, ce dépôt d'armes. Regardez, c'est ce que vous faites en peignant. Voilà, le site de l'Athènes qui, sous vos pinceaux, se transforme et retrouve, sinon vie, du moins sa période.
Et quand on voit un lieu comme ça, vous dites que c'est un des lieux importants du monde celte, et puis quand je vous pose la question, vous me dites oui, à peu près 1000 personnes qui étaient là. C'est déjà une grande bourgade. Il faut imaginer que les agglomérations ne devaient pas être gigantesques à cette époque. Je dis 1000 parce que je n'ai pas compté. Nous n'y étions pas. C'est comme quand je disais à l'Athènes, on voit, c'est les fouilles qui font voir, c'est pas tellement ce qui reste aujourd'hui. Mais effectivement, on ne peut pas imaginer des agglomérations extrêmement vastes, car il faut imaginer tout l'approvisionnement nécessaire pour nourrir une population. Et les agriculteurs devaient se trouver à une certaine distance, certes, mais relativement près du centre. On ne peut pas, avec un système comme celui-ci, faire des agglomérations très vastes. Alors on va continuer tous les quatre à poursuivre notre découverte du monde celte à partir de demain, parce que demain ce sera sur quel... Demain on va rester en partie en Suisse, vous parliez de l'Aisin tout à l'heure, et il y a une Olympe celtique à travers des sommets qui d'une part ont des apparences de dieux d'autrefois et qui en plus portent des noms qui sont sans doute des noms celtes. Alors on en parlera demain, et puis on va tout de même s'étendre. On a dit que les Helvètes étaient des Celtes mais qu'ils avaient tout plein de cousins. Il y a des Séquanes, des Éduins, il y a des Allobroges du côté de la Haute-Savoie, et c'est de ce côté-là que nous irons demain, oui. Et vous, Bertrand Gaillard, vous emmenez tout le monde, on repart en répétition. Comment se passe la vie du groupe? Beaucoup de travail. Oui, du travail quand on a un album en préparation. Donc là, on en a un pour le début de l'année prochaine, en fait. D'accord. Mais on commence très tôt. Donc là, on répète. Et puis bon, c'est l'été, donc c'est les festivals. Alors, on va vous proposer de rejoindre la formation. Bon, merci d'être venu, hein, vraiment. Pour rappeler que le samedi 10 juin, vous serez à Bévillard. Le vendredi 16 juin, vous serez à Marly, le samedi 17 juin à Saxon, le samedi 24 juin à Cluse, en France. Mardi 11 juillet, vous le notez, c'est les Francopholies, ce sera à La Rochelle, donc ça c'est pour les téléspectateurs de TV5 qui nous font l'amitié de nous suivre. Le samedi 15 juillet au Festival de la Cité à Lausanne. Le mercredi 19 juillet aux Francopholies de Spa en Belgique. Alors vous restez avec nous parce que ça sera un morceau musical sans chanteur. Voilà, c'est à vous.